Alors bonjour Razika Adnani, vous êtes philosophe de formation, vous êtes islamologue, vous avez écrit de nombreux livres sur l'islam, sur l'islamisme et sur eh bien ses méfaits en Occident, en France et plus largement dans le monde. On vous avait déjà reçu sur la chaîne en fait pour un échange qu'on avait eu sur on avait questionné à l'époque l'origine du voile islamique. Ce voile islamique est-il véritablement islamique? Je mets le lien en description et je laisse les téléspectateurs aller voir cet échange qui était aussi très intéressant. Aujourd'hui, moi je voulais vous recevoir Razika pour ce livre qui s'appelle Sortir de l'islamisme qui a une préhension particulière en fait de ce qu'est l'islamisme et on va questionner ce mot aujourd'hui islamisme et on va voir que ce mot finalement il n'est pas ce qu'on a l'habitude d'en penser peut-être en France et on va voir que c'est finalement très intéressant en fait la thèse que vous développez dans ce livre. Bonjour Razika Adnani. Bonjour Cyril, merci pour votre invitation. Alors je vais tout de suite sans tarder vous poser la première question. Donc, je le disais, on va rentrer dans le vif du sujet et s'interroger sur la thèse du livre et sur ce qu'est l'islamisme. Mais avant ça, j'aurais voulu savoir, qu'est-ce qui a présidé en fait à l'écriture de ce livre? En fait, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? En fait, je le remontre, Sortir de l'islamisme. Merci pour votre question. J'ai écrit cet ouvrage dans le contexte géopolitique inquiétant du monde qui est propice à la prolifération des extrémismes et des totalitarismes. Et l'islamisme est un extrémisme et un totalitarisme, en plus d'être un conservatisme et un patriarcat. L'idée d'écrire cet ouvrage remonte à 2021, lorsque les talibans sont revenus au pouvoir. Ils ont commencé à annoncer leur volonté d'imposer leurs règles les plus déshumanisantes et les plus misogynes, en déclarant quelles étaient les règles sacrées de Dieu, donc indiscutables. Je suis revenue dans le livre sur cette prétention des musulmans à connaître les règles sacrées de Dieu, étant donné que tous les extrémistes nous disent qu'ils appliquent les règles sacrées de Dieu. Lorsque les talibans sont revenus au pouvoir, ils ont commencé par priver les filles de leur droit d'aller à l'école et les femmes de tous leurs droits, ce qui m'avait interpellée énormément. C'était pour moi davantage, ce qui m'avait interpellée, c'était leur décision, mais c'était aussi davantage le silence de la communauté internationale et sa réaction très timide, et je parle ici précisément de la grande mosquée d'Al-Azhar au Caire. Et la réaction aussi des institutions internationales comme l'ONU, qui a semblé plutôt accepter les règles barbares des talibans. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'on était très loin des années où l'Occident veillait au respect des droits et libertés des individus et obligeait les gouvernements à respecter les droits des femmes notamment et leur rappeler souvent le principe d'égalité. On était également très loin de l'époque de la modernisation que le monde musulman a connue, qu'on appelle la Nahda. Nahda, c'est un terme arabe qui vient du verbe nahada, qui signifie se lever ou se relever, mais qui est traduit souvent par renaissance. Donc, il désigne, le mot Nahda désigne un processus de modernisation que les sociétés musulmanes ont connu entre le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, durant cette période, les musulmans ont voulu s'émanciper du traditionnalisme, mais notamment des règles archaïques de la charia, pour moderniser le droit, moderniser l'État, moderniser la société. C'était une période donc très intéressante de l'époque, dans l'histoire des sociétés musulmanes, mais j'ai réalisé quand les talibans sont revenus au pouvoir qu'on était très loin de cette période de la Nahda. J'ai réalisé également que le danger guettait le monde musulman et notamment les femmes qui vivent dans les sociétés musulmanes. À ce moment-là, j'ai compris une chose, que les populations qui vivent notamment dans les sociétés musulmanes et d'une manière particulière les femmes ne pouvaient plus
compter ni sur l'Occident, ni sur les institutions internationales, mais sur elles-mêmes, qu'elles devaient compter sur elles-mêmes pour défendre leur dignité et défendre la dignité de leurs filles. C'est pour toutes ces raisons que j'ai pensé écrire ce livre, car je voulais qu'il soit comme un manuel dans lequel les femmes en premier lieu, mais aussi les hommes, les musulmans, mais aussi les non-musulmans, pouvaient trouver tous les moyens de connaissance qui peut leur permettre de faire face au discours islamiste. Car pour moi, la meilleure manière de lutter contre l'islamisme est celle de la connaissance. Connaître le discours islamiste, connaître ses arguments les plus importants et savoir comment faire face à ces arguments. D'accord. Eh bien, écoutez, votre première prise de parole nous dit beaucoup de choses déjà, et ça me fait penser à quelque chose en fait qui moi a été mon sentiment lors de la reprise de pouvoir des talibans sur l'Afghanistan et le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de résistance ni en Occident effectivement, ni même sur place. Hein, des gens. Alors certes, les talibans sont des gens qui sont extrêmement violents, mais le lecteur d'Étienne de la Boétie que je suis sait que si la masse se révolte contre eux, ils ont beau être violents, il y aura pas de souci. Donc c'est que la population, majoritairement en tout cas, a accepté ça. Et le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, c'est qu'en fait l'Occident, je crois, euh, par les États-Unis, sont restés très longtemps militairement en Afghanistan, mais je crois qu'on a tous oublié en Occident que c'est d'abord, et c'est ce que vous avez dit, c'était la conclusion de votre première prise de parole, c'est qu'on a oublié en fait la puissance des idées, la puissance de la critique, et on a, nous, en Occident, et je trouve qu'on est coupable de cela, je me suis dit, on n'a pas compris la puissance de la critique et des idées, et au final, on essaye de faire des choses militairement, en faisant de grandes déclarations, mais si on n'a pas une critique fine, cartésienne, rationnelle des dogmes qui justement, eh bien, maltraitent et piétinent l'humanité, eh bien, on va avoir du mal à réussir quoi que ce soit, quelles que soient les forces de l'armée qu'on enverra ici ou là. Le combat est d'abord intellectuel et d'abord au plan des idées, et que la France, pays qui a eu quelques idées et qui a souvent mis en valeur les idées dans son histoire, l'ait oublié, eh bien, ça rend un petit peu triste quand même. Voilà, je voulais dire ça. C'était mon sentiment, moi, à l'époque. J'ai eu un sentiment comme vous d'un grand gâchis, en fait. Voilà. Alors, la première question que je voulais vous poser, et là on va entrer dans le vif du sujet du livre et on va y aller tout de suite rapidement. En France, puisqu'on parlait de la France, on écoute souvent en fait dire que finalement, eh bien, ce qu'il faut combattre, c'est l'islam politique. En fait, le problème, c'est pas l'islam, c'est l'islam politique. Et cet islam politique, eh bien, il faut bien le distinguer de l'islam. Il y aura un islam qui lui serait parfait, un islam qui serait juste une spiritualité que chacun pratique chez soi, qui ne poserait absolument aucun problème. Et à côté de ça, il y aurait l'islamisme qui serait la version politique et qui, elle, chercherait à s'imposer. Et cette distinction nette que beaucoup d'intellectuels font en France, vous, eh bien, vous ne faites pas cette distinction qui est pour vous problématique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Tout d'abord, moi, dans ce livre, j'ai utilisé le terme islamisme dans le sens d'islam politique. Ouais. J'ai, disons, adopté ce terme en lui donnant ce sens d'islam politique qu'on lui a donné en France à partir des années 1980. Je précise cela car dans les livres précédents, je n'ai pas utilisé le terme islamisme. Mais dans ce livre, j'ai questionné la pensée musulmane à la recherche du problème fondamental ou des questions fondamentales qui ont, euh, qui ont construit, sur lesquelles l'islam s'est construit et la pensée musulmane s'est construite. Donc, je l'ai utilisé dans le sens de l'islam politique, mais avec une précision très importante, en refusant deux critères qu'on lui a ajoutés en France, que les anthropologues, les sociologues, les politologues qui ont étudié ce phénomène qu'ils ont appelé l'islamisme, ils lui ont ajouté deux critères. Le premier critère, c'est celui qui considère que l'islamisme est un mouvement contemporain. Le second, que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Donc, je l'ai utilisé dans le sens de l'islam politique en précisant
qu'il n'est pas un mouvement contemporain et qu'il n'est pas dissocié de l'islam. Donc pour moi, cette définition de l'école française, comme je l'appelle, pourquoi l'école française? On parle des cas d'école quand il y a un groupe de penseurs ou de chercheurs qui ont la même vision, la même position vis-à-vis d'une question donnée. Et là, on a un ensemble de politologues, de sociologues, d'anthropologues qui ont tous la même définition du terme islamisme. Autrement dit, tous, ils le présentent comme un islam politique qui est un mouvement contemporain qui n'a rien à voir avec l'islam. Dans mon ouvrage, j'explique que cette définition n'a aucun fondement, ni historique, ni théologique. Ils ont commencé par étudier ce qu'ils ont appelé l'islam politique, mais en les dissociant totalement de ces éléments théologiques et de ces éléments historiques. Concernant la période de la révélation, on constate ou on distingue deux périodes bien déterminées. La période de la Mecque, qui commence de 610 à 622, et la période de Médine, qui commence de 622 à 632. La période de la Mecque, les versets coraniques ont un caractère quasi spirituel. Le prophète était uniquement un prédicateur qui appelait à la nouvelle religion. Dans la période de Médine, les versets coraniques ont pris, en plus du caractère spirituel, un caractère juridique. Donc l'imbrication entre le politique et le religieux s'est faite à ce moment-là au sein des textes coraniques eux-mêmes. Le prophète, qui était uniquement un prédicateur qui appelait à la nouvelle religion lors de la période de la Mecque, est devenu, en plus d'être prophète, un homme d'État et un chef des armées. Donc l'imbrication entre le politique et le religieux s'est faite à ce moment-là. Si je reviens à la... Si j'entends bien, pardonnez-moi, Razika Adnani, ce que vous êtes en train de nous dire, la conclusion, c'est que en fait, la politique est intrinsèque à l'islam, intrinsèque au Coran. Alors, j'ai compris dans la période médinoise, mais c'est quand même, en fait, la politique est quand même intrinsèque à l'islam. Si on considère que toute organisation juridique et sociale est une organisation politique, je dirais oui. Et c'est ce que je dis dans le livre. Toute organisation sociale et juridique est une organisation politique. Maintenant, les musulmans auraient pu faire autrement après la mort du prophète. Ils auraient pu séparer l'islam comme religion de sa dimension juridique. D'ailleurs, ils ont essayé de le faire. C'est ce que je dis dans le livre que j'ai écrit en 2017. Cette question des deux dimensions de l'islam a été posée à ce moment-là. Et certains ont dit qu'il était indispensable que l'islam soit une religion et non en même temps une politique. Mais ce n'est pas leur position qui a fini par s'imposer. Donc la question a été posée, les musulmans ont choisi de ne pas séparer l'islam de sa dimension juridique, donc de sa dimension politique. Maintenant, si on revient toujours à la définition du terme islamisme, telle qu'elle apparaît dans les livres des sociologues et des anthropologues, et telle qu'elle apparaît aussi dans les dictionnaires, on répète que l'islamisme désigne les mouvements politiques qui utilisent l'islam pour arriver au pouvoir à l'époque contemporaine. C'est ainsi qu'il le présente. Or, les mouvements qui ont utilisé l'islam pour arriver au pouvoir n'ont pas vu le jour à l'époque contemporaine. Dire cela est une grande erreur et je dirais un mensonge, c'est-à-dire mentir aux musulmans et aux Français. Car il suffit de regarder l'histoire de l'islam, l'histoire politique de l'islam, pour réaliser que les mouvements qui ont voulu prendre le pouvoir au nom de l'islam ont commencé dès la mort du prophète. Vous savez très bien que le chiisme, l'islam chiite, au départ, n'était qu'un mouvement politique dans l'opposition, qui a utilisé l'islam pour arriver au pouvoir. Et on sait très bien que sur les 4 premiers califes, 3 ont été tués, assassinés, au nom du pouvoir. Donc,
les mouvements qui voulaient prendre le pouvoir au nom de la religion, de l'islam, ont toujours existé. C'est ce que j'explique dans l'ouvrage. J'ai donné des exemples dans l'ouvrage. Donc, pour dire que cette définition est de l'islamisme telle qu'elle est présentée par l'école française, et je répète, je parle d'école parce que les anthropologues, les sociologues et les politologues, la majorité, sont d'accord sur cette définition, qui est finalement une définition qui est fausse et qui ne prend pas en compte ni l'histoire de l'islam, ni la théologie musulmane, ni ce que les musulmans ont voulu faire de leur religion. Je voulais simplement résumer pour ceux qui ne sont pas habitués et qui sont en train de nous écouter. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que historiquement, en réalité, il n'y a pas de séparation entre la politique et l'islam en tant que religion. Les musulmans, même s'il y a eu des tentatives, on l'a compris, de séparation, cette séparation n'a véritablement jamais eu lieu. Il y a toujours eu des tentatives. Les soufis, au départ, est, un, est une position d'un groupe de musulmans qui ont revendiqué un islam uniquement spirituel. Mais il n'a jamais été appliqué. Il n'est jamais sorti du groupe des soufis. Une. Deux. Les soufis eux-mêmes ont fini par accepter la charia. Hmm. Et c'est ce que je dis dans l'ouvrage. Après plusieurs, disons, 2 siècles et demi environ de débats entre les juristes et les soufis, les adeptes d'un islam non séparé de sa dimension politique et ceux d'un islam séparé de sa dimension politique. Après pratiquement, je dirais, du 8e siècle jusqu'au début du 10e siècle, oui, jusqu'au début du 10e siècle environ, il y a eu des débats. C'est l'islam des juristes qui a fini par s'imposer et les soufis eux-mêmes ont accepté la charia comme une partie intégrante de l'islam. Donc, les musulmans n'ont jamais réellement séparé l'islam de sa dimension politique et c'est l'islam des juristes qui s'est toujours imposé. Et il continue de s'imposer Et jusqu'à dans la majorité des pays musulmans. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que vous m'avez envoyé un texte qui était une lettre ouverte à notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, quand on a préparé cette émission. Et dedans, vous dites que même aujourd'hui, vous avez des gens qui revendiquent lutter contre des groupes islamistes. Hein, on a bien compris que le mot était impropre. Mais par exemple, contre les frères musulmans, vous prenez le cas de l'Égypte qui lutte contre les frères musulmans. Alors on se rappelle de Nasser dans les années 70, 60-70, qui se moquait déjà des frères musulmans. L'Égypte a interdit les frères musulmans, mais l'Égypte revendique en fait une société politique qui est adossée à l'islam. Donc ça veut dire que effectivement les frères musulmans sont un courant d'islam politique, mais en réalité les pays qui prétendent lutter contre les frères musulmans font eux-mêmes de la politique au nom de la religion, ce qui veut dire, pour prolonger votre propos, que eh bien encore aujourd'hui dans les pays musulmans, islam et organisation politique eh bien n'est pas dissocié. Très peu de pays ont essayé de les dissocier. La Turquie, même si la laïcité turque est différente de la laïcité française, et même si depuis que Erdogan est au pouvoir, donc cette laïcité turque a été mise en difficulté. En Azerbaïdjan, aujourd'hui, la laïcité est déclarée dans la constitution du pays. L'Albanie se veut un pays neutre. Le reste des pays musulmans ne séparent pas la religion de la politique, mais là, il faudrait quand même que je précise que certains pays africains, comme le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et d'autres pays, se disent des laïcs, des pays laïcs, et ils ont inscrit la laïcité dans leur constitution. Mais elle n'est pas respectée réellement dans la réalité. D'accord. Donc, quant aux pays musulmans d'expression arabe ou arabophone, ils ont tous déclaré l'islam comme religion de l'État. Dès lors qu'on déclare l'islam comme religion de l'État, dès lors que le droit s'inspire de la religion, on est dans un pays où la religion oui, et la politique sont imbriquées. Ici, j'utilise le terme
islamisme, qui est quand même un terme nouveau, parce que les musulmans n'ont jamais connu d'islam et d'islamisme. Et le terme islamisme lui-même, lorsqu'il a été créé en France au XVIIIe siècle, c'était tout simplement pour désigner la religion musulmane. Donc il a été créé comme équivalent du terme islam. Donc jusqu'au début des années 1980, l'islamisme, c'était l'islam. Il Ouais. désignait la religion musulmane. L'islam, c'était en arabe, l'islamisme en français. Si je reviens à votre question, tous ces pays-là, dans ce cas, pratiquent un islam politique, autrement dit un islamisme. Évidemment, l'islamisme des talibans n'est pas l'islamisme Et- du Maroc ou de la Tunisie. Donc, dans l'islamisme, il y a aussi plusieurs niveaux. Il y a un islamisme très radical, très obscurantiste, d'un islamisme moins radical et moins obscurantiste. Ils sont pas tous, ils appliquent pas tous la charia de la même manière. Je voudrais revenir au terme islamisme. Il faut savoir qu'en France, on a mis tous les problèmes possibles qui se posent dans les sociétés musulmanes ou que le comportement de certains musulmans pose dans le terme islamisme. Au point où le terme islamisme est devenu un peu, il a été diabolisé. Tout le monde le voit comme très négatif. Mais on a expliqué aux Français que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est là où le problème se pose. En tout cas, c'est là où le problème, moi, je pense qu'il se pose. Étant donné que je travaille depuis des années maintenant dans le domaine de l'islam et de la pensée musulmane, car j'ai déduit dès les premières recherches que les problèmes existent dans la pensée musulmane et dans l'islam lui-même. Étant donné que l'islam n'est pas dissocié de la pensée musulmane, contrairement à ce que disent beaucoup. J'explique ça en tout cas dans le livre. Si je reviens par exemple à Mohamed El-Ghazali, qui est mort en 1996, qui est un des grands leaders des frères musulmans, il explique que l'islam n'a rien à voir avec la pensée musulmane. Moi, je démontre dès le premier livre que l'islam n'est pas dissocié de la pensée musulmane, car l'islam ne se limite pas au Coran. Il y a le Coran, mais les musulmans n'appliquent pas le Coran directement. Ils appliquent ce qu'ils ont compris du Coran, ils appliquent selon le comportement qu'ils ont vis-à-vis du Coran. Ils appliquent le Coran selon la méthode d'interprétation qu'ils utilisent dans la compréhension des textes coraniques. Et tout ce travail-là a été mis en place par les musulmans et il fait partie de la pensée musulmane. Les musulmans n'appliquent pas également le Coran directement et tout ce qu'il y a dans le Coran, comme je le dis dans le livre, ils ont fait des choix. Ils ont mis en place ce qu'on appelle le droit musulman et le droit musulman a été mis en place par des hommes qui n'ont pas mis dans ce droit tout ce qui existe dans le Coran comme veulent nous faire croire le discours religieux. Ils ont choisi certains versets, ils ont laissé tomber d'autres versets. J'ai donné pas mal d'exemples dans le livre. Ce qui montre que les musulmans ont finalement l'islam qu'ils connaissent, qu'ils pratiquent, est un islam dans lequel l'être humain a une part importante. Il a participé à sa construction. La preuve, c'est que nous avons un Coran, un Dieu, un prophète, mais plusieurs islams. Nous avons l'islam sunnite, l'islam chiite, l'islam soufi, et chacun de ces islams est à son tour divisé en plusieurs branches. Et cette multiplicité de l'islam montre que l'être humain a joué un rôle important dans la construction de l'islam. Dans mon ouvrage, j'utilise deux expressions. L'expression de l'islam révélé. Avec cette expression, je désigne le Coran, car pour les musulmans, c'est un livre révélé. Et l'islam construit, c'est celui que le musulman pratique. Il est construit sur le Coran. Donc on a le Coran comme le socle de tous ces islams. C'est le même, mais chacun a construit son
propre islam. Voilà pour démontrer qu'il y a une part humaine importante dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam. C'est ça que je voulais savoir, c'est quelles sont les implications finalement en France et dans l'analyse qu'on pourrait avoir de l'islam du fait que, eh bien, finalement, la politique n'a jamais été séparée du spirituel en islam, en fait. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Et quelles implications pour la critique aujourd'hui, quelles implications pour la préhension de l'islam Ouais. en France, en Occident et plus largement dans le monde? Ok, merci. Donc, nous avons dit que l'islam est constitué de deux parties, une partie juridique et une partie juridique et politique et une partie spirituelle. C'est très important. Il est constitué aussi de deux parties, une partie révélée selon la foi musulmane et une partie qui revient à l'être humain. Euh, la définition de l'islamisme selon l'école française, qui s'est répandue ensuite dans tout le monde occidental, considère que l'islam politique n'a rien à voir avec l'islam. Donc, selon sa définition, l'islam est donc uniquement spirituel et celui qui utilise la politique, c'est l'islam politique qui n'a rien à voir avec l'islam. Cette définition veut dire quelque chose de très important. Elle veut dire que les problèmes qui se posent n'ont rien à voir avec l'islam. Ils concernent uniquement l'islamisme, mais pas l'islam. Dans ce cas, comment remédier à l'islamisme? Tout le travail pour lutter contre l'islamisme se fera dans ce cas à l'extérieur de l'islam, étant donné que les problèmes sont situés à l'extérieur de l'islam. On a exclu l'islam des problèmes pour exclure l'islam aussi de la recherche des solutions. Voilà, parce que c'est ainsi qu'il faut voir les choses. Donc aujourd'hui en France, on dénonce l'islamisme, on dit qu'il existe partout. Comment lutter contre l'islamisme? Eh bien, on se contente de lutte juridique, militaire, policière, mais pas plus. Autrement dit, une lutte au sein de l'islam, on l'a exclue, étant donné que l'islam est exclu des problèmes qui se posent. Mais en réalité, cette position me rappelle celle des islamistes eux-mêmes. Les islamistes dans les pays musulmans, et notamment les frères musulmans, au début du XXe siècle, lorsque les sociétés musulmanes, comme je l'ai dit au départ, ont voulu se moderniser. Elles ont voulu moderniser l'État, moderniser la société. Elles se sont heurtées rapidement à l'islam. Les modernistes ont compris qu'ils ne pouvaient pas moderniser l'État et la société sans moderniser l'islam. C'est normal, étant donné que l'islam est une religion qui s'occupe de tous les domaines de la société et de la politique, de l'individu et de la société. Donc, ils ont compris qu'ils devaient questionner l'islam, réformer l'islam. Ils ont commencé à faire ce travail. Ils ont aboli l'esclavage, ils ont aboli le châtiment corporel. Les femmes ont commencé à sortir de la maison, à ne pas porter le voile et à travailler aussi. Et beaucoup de lois ont été promulguées qui annonçaient l'égalité de tous les citoyens pour dire que la démitude a commencé aussi à être abolie, pour que les citoyens, les individus soient tous des citoyens à part égale. Et à ce moment-là, les islamistes ont réagi. Les frères musulmans ont créé en 1928 la confrérie des frères musulmans pour stopper cette modernisation des sociétés musulmanes, notamment lorsque le califat a été aboli en Turquie en 1924 et la laïcité a été déclarée en Turquie. Donc, ils ont décidé de stopper cette modernisation qu'ils ont considérée comme dangereuse pour l'islam et les sociétés musulmanes. Mais comment stopper cette modernisation? Il fallait stopper toute remise en question de l'islam ou de la pratique de l'islam. Ils ont alors déclaré que l'islam ne posait aucun problème, que s'il y avait des problèmes politiques ou juridiques ou sociaux, s'il y avait des problèmes, eh bien ces problèmes sont dus ou étaient dus aux musulmans qui ont mal compris le message de l'islam et non à l'islam.
Cette expression est très connue dans la pensée musulmane. C'est-à-dire tous les musulmans la connaissent, tous les conservateurs, si vous commencez à émettre le moindre euh, regard critique sur l'islam, ils vous diront, mais ce n'est pas l'islam le problème, mais les musulmans. Cette expression d'ailleurs a influencé beaucoup d'autres modernistes, comme les féministes islamiques, comme les modernistes islamiques, que j'explique, je présente dans mon ouvrage. Donc, cette expression, quel était son objectif? De mettre l'islam à l'abri de toute critique, de tout regard critique, afin que les musulmans ne le regardent jamais avec un esprit critique. Ouais. Donc, placer l'islam en dehors de tous les problèmes, le présenter comme exempt de toute responsabilité quant aux problèmes qui se posaient, le mettre à l'abri de toute critique ou de tout regard critique. Dans ce fait, toute recherche de solutions aux problèmes qui se posent doit se faire en dehors de l'islam. On va retrouver le même principe chez les anthropologues, les sociologues, les politologues français qui ont forgé le concept de l'islamisme. Eux aussi, ils ont mis l'islam à l'abri de tout regard critique. Ils ont considéré que les problèmes se situent tous en dehors de l'islam et la recherche des solutions doivent dans ce cas se faire toutes en dehors de l'islam. Pour moi, l'école française a répété fidèlement le discours des islamistes. Alors, peut-on lutter contre l'islamisme quand on répète exactement sa stratégie? D'accord, donc effectivement, on a bien compris que le terme islamisme était en fait un piège qui a été émis par les islamistes eux-mêmes pour nous empêcher de critiquer l'islam, puisque l'islamisme est finalement le bouclier idéologique de l'islam qui permet en fait de critiquer des comportements, le comportement de musulmans ou le comportement de pays musulmans, sans jamais toucher à l'islam en tant que spiritualité et en tant que religion. Et du coup, on bloque comme ça en fait la modernisation, la réelle modernisation de l'islam, y compris ici chez nous en Occident, mais partout dans le monde. Et effectivement, expliqué comme ça pose un problème très très important. En fait, l'islamisme, le terme, ce ne sont pas les musulmans qui ont créé ce terme, ce sont les Français. Bien Et sûr. c'est après répandu dans le monde occidental. Aujourd'hui encore, les musulmans, notamment les arabophones, n'utilisent pas le terme islamisme. Même s'ils ont essayé de lui trouver un équivalent, ils ont créé le terme islamawiya, mais en réalité, il n'est pas utilisé. Euh, les écrivains arabophones aujourd'hui préfèrent parler d'islam radical, d'islam fondamentaliste, extrémiste, mais pas d'islamisme. Donc ce terme, en réalité, il n'est utilisé qu'en Occident. Les musulmans Sincèrement. d'Occident, les musulmans de France sont à cheval sur ce terme. Donc, eux, ils l'utilisent dans le sens qu'on lui donne en France. Autrement dit, celui qui représente tous les problèmes, mais qui n'a rien à voir avec l'islam. Euh, les, les anthropologues et les sociologues en France ou les universitaires en France ont repris l'idée qui a été mise en place par les islamistes, leur stratégie pour empêcher toute réforme de l'islam, mais ils ont créé le terme islamisme, ils l'ont mis dans cette définition de l'islamisme. En Ouais, réalité, on est fort en Occident pour créer des mots, ouais, ça c'est sûr. En réalité, si je suis arrivée à cette analyse de ce terme islamisme, c'est parce que je connais l'histoire de la pensée musulmane. C'est parce que j'ai déjà travaillé sur l'histoire de l'islam, la période de la Nahda, comment les islamistes ont réagi, comment ils ont fait pour stopper cette Nahda et pour la mettre non seulement en échec, mais aujourd'hui on est en train de revenir à la période avant la Nahda. C'est ce qui se passe en, en, en Afghanistan et aujourd'hui en Syrie. D'ailleurs, je l'ai dit dans un article que j'ai écrit au sujet de la Syrie et de Djoulani. J'ai dit la Syrie est en train de tourner la page de la Nahda pour repartir dans la période avant la Nahda. C'est l'objectif des islamistes dans tous les cas qui ont toujours considéré la Nahda comme une erreur dans l'histoire des sociétés musulmanes. Et donc, si on comprend bien, si on suit votre cheminement,
ça veut dire que si on veut régler les problèmes qu'on a aujourd'hui avec ce que les Occidentaux appellent l'islamisme, mais qui est finalement en fait l'islam, on a bien compris, eh bien il faut une véritable réforme de l'islam, mais de l'islam en tant que religion, que spiritualité. Est-ce qu'on est en capacité, que ce soit en Occident ou dans les pays musulmans, de réformer cet islam? Est-ce qu'il y a des groupes qui démontrent une envie, qui démontrent une possibilité, une capacité de pratiquer, d'avoir un regard critique d'abord pour pouvoir réformer l'islam. La réforme de l'islam a tout, depuis quelques années que j'en parle. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution que de faire le travail au sein de l'islam. Si le travail au sein de l'islam n'a pas été fait, on ne peut pas avancer, ni en Occident, ni dans le monde musulman. Et maintenant, est-ce que ce travail est possible? Mhm. C'est la question qu'on peut se poser. Qui peut le faire? La réforme en elle-même est-elle possible? On m'a plusieurs fois critiqué en disant qu'on ne peut pas réformer l'islam. J'entends ce discours de la part des musulmans et des non-musulmans. Mhm. Et j'ai répondu en disant que la réforme de l'islam fait partie de l'histoire de l'islam. L'islam a connu plusieurs réformes. La première réforme que l'islam a connue, elle a eu lieu lors de la période prophétique. J'ai parlé tout à l'heure de deux périodes, la période de la Mecque et la période de Médine. Eh bien, l'islam a changé entre les deux périodes. Certaines règles, oui, certains versets ont même abrogé d'autres versets. Mhm. Donc, il y a eu un changement. Les versets coraniques étaient tous d'ordre spirituel. Dans la deuxième période, certains versets ont pris un caractère juridique. Donc, on peut appeler cela une réforme au sein du discours coranique lui-même. Mhm. Donc, c'est une réforme. Quand le prophète est mort, il a légué aux musulmans un Coran et une tradition prophétique. À partir de là, on a construit plusieurs islams. Pour que ces plusieurs islams se construisent à partir du même Coran, c'est il y a eu un travail qui a été fait, des réformes. Le chiisme, par exemple, a été, on peut dire que c'est une réforme au sein de l'islam pour créer une branche différente. Et c'est la même chose pour le soufisme et pour d'autres branches de l'islam. Donc l'islam a connu plusieurs réformes. À Bagdad, par exemple, après la mort du prophète, il y a eu une grande liberté de réflexion. Les califes ont encouragé la liberté de réflexion, la pensée libre, car les califes voulaient construire une civilisation. Ils voulaient que leur civilisation concurrence les autres civilisations de l'époque, et ils ont compris que la seule manière de faire était d'encourager la pensée libre, encourager la philosophie, la science et les débats philosophiques et les débats scientifiques. Donc, ils ont créé cette atmosphère intellectuelle très intéressante dans l'histoire de l'islam. Cette atmosphère a permis à l'islam d'être, si je peux dire, avec ses propos, un islam plus cool. Mhm. Autrement dit, l'application des règles de la charia n'était pas à la lettre, d'autant plus qu'on était loin de l'Arabie. Et les nouveaux musulmans n'étaient pas forcément connaisseurs vraiment de la religion musulmane et de la langue arabe. Mais les conservateurs ont réagi. Mhm. On est à peine au 8e siècle, lorsque les conservateurs qui étaient en Arabie ont réagi. On réagit notamment contre ceux qui étaient ce qu'on appelle l'école de Bagdad. Dans la pensée musulmane, les musulmans connaissent cela. Ils connaissent que à l'époque, il y avait deux écoles. L'école de Médine, plus rigoriste, plus conservatrice, et l'école de Bagdad, plus libérale, si on peut le dire. Pourquoi? Parce que le juriste de Bagdad a déclaré que le juriste avait le droit de se référer à sa propre pensée dans la conception les règles du droit. Mhm. Autrement dit,
pour le juriste de Bagdad qui s'appelle Abu Hanifa, il y a la pensée humaine qui est une source du droit. Pardon, il y a le Coran qui est la source du droit, mais après le Coran, il y a la pensée humaine. C'est ce qu'il a appelé l'opinion du juriste. Tous les musulmans connaissent l'école de l'opinion. Donc, on l'appelle soit l'école de l'Irak, soit l'école de l'opinion. Les juristes de Médine, là où le prophète a vécu, à leur tête, Malik ibn Anas, qui est le fondateur du malikisme. À Bagdad, c'est Abu Hanifa, le fondateur du hanafisme. Malik ibn Anas, le fondateur du malikisme, a réagi contre l'école de Bagdad pour lui dire non, tu n'as pas le droit de te référer en tant que juriste à ta pensée humaine. Donc, pour Malik ibn Anas, il y a le Coran. Si on ne trouve pas de réponse dans le Coran, je parle du juriste, il doit se référer au hadith du prophète. S'il ne trouve pas de réponse dans les hadiths du prophète, il doit se référer aux traditions des compagnons du prophète, qui sont dans la pratique fidèle des hadiths du prophète et de la tradition du prophète. Si on ne trouve pas de réponse dans la tradition des compagnons du prophète, on se réfère aux traditions des gens de Médine. Vous voyez comment il a fermé pratiquement toutes les portes. Ouais. Pour lui, les gens de Médine pratiquent les traditions du prophète fidèlement. Les compagnons du prophète pratiquent les traditions du prophète fidèlement. Et le prophète qui pratique le discours religieux, le discours coranique, le discours divin également d'une manière très fidèle. Donc, voilà comment Malik ibn Anas, d'ailleurs c'est ce que je dis dans mon premier livre, donc pas dans mon premier livre, mais dans mon livre Islam, quel problème, les défis de la réforme, je considère que Malik ibn Anas est celui qui a jeté les bases du conservatisme, de l'islamisme également, parce que c'est un juriste, et du traditionnalisme en islam. Pourquoi je dis cela? Pour expliquer que les musulmans euh, sont passés par des périodes où l'islam était moins rigoriste, si je peux dire, mais très vite, il y a eu des contre-réformes. Parce que ce qui s'est passé à Médine et la riposte qui a été lancée de Médine vers Bagdad était ce que moi j'ai appelé la contre-réforme. Pour stopper toutes les réformes qui ont été faites, pour revenir à l'islam des premiers musulmans. Au 19e, 20e siècle, il y a eu une autre période d'ouverture dans le monde musulman, très intéressante, la période de la Nahda. Mais très vite, il y a eu une autre contre-réforme qui a été lancée par les wahhabites et par les frères musulmans pour stopper cette nouvelle ouverture dans le domaine de l'islam. Deux périodes intéressantes qui sont la preuve qu'on peut changer si on veut changer. Je parle des musulmans. Donc, cette histoire-là est très importante à connaître pour, euh, pour savoir est-ce que réellement il peut y avoir une réforme ou pas. Moi, je dis, il y a eu déjà des réformes, pourquoi ne pas avoir d'autres réformes? Maintenant, quand on parle de réforme, la première chose à savoir, c'est quelle est la nature de cette réforme. Dans mon livre Islam, quel problème, les défis de la réforme, comme son titre l'indique, j'ai parlé de la réforme et j'ai précisé qu'il s'agissait d'une réforme qui est orientée vers l'avenir. Autrement dit, qui a comme objectif de créer du nouveau en islam. Parce que, notamment les contre-réformes dont je viens de parler, sont des réformes qui ont comme objectif de retrouver l'islam des premiers musulmans. Donc, ce sont des réformes qui sont tournées vers le passé. Ce n'est pas la réforme à laquelle j'appelle. J'appelle à une réforme orientée vers l'avenir. Une réforme qui peut créer du nouveau en islam. Est-ce que je peux rapidement vous poser une question? J'ai forcément mon biais d'occidental. Et de mon biais d'occidental, j'ai tendance à penser que ce qui a marché en Occident, avec une religion qui pourtant est orientale, le christianisme, pourrait peut-être marcher avec l'islam. Est-ce qu'on pourrait avoir une critique, par exemple, cartésienne de l'islam? Est-ce que
cette critique cartésienne serait une critique en fait qui empêcherait un retour en arrière, puisque le cartésianisme est comment dire une méthode factuelle, une méthode en fait rationnelle qu'il est difficile une fois qu'on l'a acceptée de remettre en cause. Dans l'ouvrage, j'ai donné des exemples de ce travail au sein de l'islam qu'on peut faire et qui permettra de changer si on veut changer, si les musulmans ont la volonté de changer. C'est un travail d'ailleurs rationnel, c'est une critique rationnelle du discours religieux. Je parle toujours de cette partie qui revient à l'être humain en islam. J'ai dit, il y a le Coran, il y a ce que les musulmans ont construit à partir du Coran. Ils ont construit ce qu'ils ont construit dans le domaine exégétique, juridique, théologique et même méthodologique. Donc tout ce travail a été fait par les musulmans et tout ce travail entoure le Coran et donne ce qu'on appelle l'islam ou les islams aujourd'hui. C'est un travail qui a été fait par l'être humain. Et dans le livre, je critique ce travail. Mais Hmm. cela ne veut pas dire que je ne regarde pas également le Coran. Autrement dit, je ne fais pas partie de ceux qui disent que le seul problème, c'est la mauvaise interprétation du Coran, comme c'est le cas des modernistes islamiques, des féministes islamiques. Par exemple, les féministes islamiques nient totalement le fait que dans le Coran, il y a des inégalités, il y a une discrimination à l'égard des femmes. Pour elles, le Coran, il n'y a aucune inégalité dans le Coran, bien au contraire, tous les versets coraniques sont des versets qui reconnaissent l'égalité homme-femme. Comment elles expliquent cela? Elles expliquent cela. Il y a des hommes aussi féministes islamiques. Elles expliquent cela par la mauvaise interprétation du Coran ou ce qu'elles appellent par l'interprétation masculine du Coran. Hmm. Elles disent si les femmes interprètent le Coran, c'est ce qu'elles appellent l'interprétation féminine, elles pensent ou elles disent l'interprétation féminine arrivera à démontrer qu'il y a une égalité dans le Coran. Alors du coup, on a bien compris que, eh bien, les réformes de l'islam sont déjà intervenues dans son histoire. Vous nous l'avez dit. On a également compris que, eh bien, il fallait une critique rationnelle. On a également compris qu'il y avait en fait une interprétation de ce qu'est chaque religion, mais là en l'occurrence l'islam, et que c'est ça qui fabrique en fait le quotidien spirituel et le quotidien religieux finalement des musulmans. Euh, Quelle direction vous souhaiteriez enfin, vous souhaiteriez, comment dire, quelle direction serait une direction qui amènerait en fait l'islam vers plus d'humanisme et vers plus comment dire, de joie de vivre, j'allais dire, de béatitude. C'est mon travers spinoziste, mais j'ai envie de dire qu'est-ce qui amènerait les musulmans vers une meilleure façon de vivre leur spiritualité sans l'abandonner. Moi, comme j'explique dans l'ouvrage, l'islam est constitué de deux parties. Une partie qui est coranique, c'est ce que j'appelle l'islam révélé, toujours selon la foi musulmane, et une partie qui a été construite par l'être humain. Le problème qui se pose, c'est que le conservatisme ne veut pas changer cette partie construite par l'être humain alors qu'elle a été construite lors des premiers siècles de l'islam. Il Ouais. est évident qu'elle ne s'accorde pas à nos valeurs d'aujourd'hui, à la culture que nous avons aujourd'hui et comment nous voyons l'autre et la relation avec l'autre, etc. Donc, il faut refaire ce travail. Mais comment le refaire? Pour le refaire, il faut d'abord faire le travail au sein de l'islam, faire la critique de ce discours au sein de l'islam pour d'abord connaître ses contradictions, connaître ses erreurs, pour accepter le changement. Si on ne connaît pas les erreurs, si on n'arrive pas à comprendre où sont les contradictions, car le discours religieux se contredit même avec le dogme de l'islam lui-même. C'est ce que j'ai dit, par exemple, au sujet des talibans, qui disent nous allons appliquer les règles sacrées de Dieu, mais les règles sacrées de Dieu, l'être humain ne les connaît pas exactement comme elles sont auprès de Dieu. Sinon, l'être humain devient, comme on appelle en arabe, celui qui partage avec Dieu son monde. Il devient en arabe ce qu'on appelle en arabe sharik, c'est-à-dire il, il, est, il se met au même niveau
que Dieu, ce qui est considéré comme un grand péché en islam. Donc c'est une contradiction avec le dogme de l'unicité lui-même. Dans mes ouvrages, j'ai parlé du principe de l'unicité. J'ai dit que le relativisme est l'autre visage du principe de l'unicité. Si le musulman croit au principe de l'unicité, il doit automatiquement croire que tout ce que l'être humain a fait est relatif. Il ne peut pas être absolu. S'il ne peut pas être absolu, il est apte à être refait, car il n'est pas absolu. C'est le premier point sur le plan logique. Sur le plan réel, c'est que ces êtres humains sont tous des hommes qui ont vécu lors des premiers siècles de l'islam. Quand on lit leurs livres, il y a énormément de misogynie dans leurs livres. Donc, il est important de refaire ce travail. Il est important aussi, comme je l'explique dans le livre, de revoir leurs arguments fondamentaux, comme l'argument du Coran. Mm. Quand ils nous disent parce que c'est dans le Coran, parce que je ne peux pas le changer parce que c'est dans le Coran. Or, cet argument n'est pas, en fait, je veux dire, cet argument en réalité n'est pas convaincant. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres recommandations qui existent dans le Coran que les musulmans n'appliquent pas. Mm. Pourquoi certaines, ils veulent les appliquer impérativement, d'autres qui existent dans le Coran, ils ne veulent pas les appliquer. Mm. Qui a fait ce choix? C'est l'être humain qui a fait ce choix. Donc, pourquoi ne pas refaire le choix qui a été fait par les êtres humains? Vous voyez comment je démontre dans l'ouvrage. Donc, maintenant, comment construire cet islam nouveau? Je répète, il faut que le travail soit fait au sein de l'islam. C'est ce travail qui va mener la pensée ou qui va conduire la pensée à réformer, à la réforme de l'islam. Et l'objectif final de cette réforme, c'est la séparation du religieux et du politique. Que l'islam devienne une religion et non une politique. C'est pour cela que je parle de sortir de l'islamisme pour que l'islam devienne une religion et une politique. Si l'islamisme et l'islam politique, tant que l'islam ne s'est pas libéré de sa dimension politique, il restera toujours un islamisme. Donc, il faut le séparer. Je dis cela pour répondre à certains musulmans qui se disent des réformateurs, mais en réalité, ils veulent moderniser la charia, mais que la charia continue d'organiser la société. C'est-à-dire la société musulmane sera toujours organisée selon les lois de la charia, mais moderniser les lois de la charia. C'est le discours des féministes islamiques, par exemple. Mm. Pour elle, elle veut que tout soit fait selon la charia, mais moderniser la charia. Mm. Ce n'est pas mon propos. Mm. On refait le travail pour pouvoir se libérer. Parce qu'on ne peut pas se libérer si on n'a pas fait ce travail. Je donne l'exemple des sociétés musulmanes, notamment au XXe siècle. Beaucoup de travail a été fait dans le domaine de la réforme sociale et politique, mais le travail au sein de l'islam était très timide. Donc il n'a pas suivi ces réformes sociales et politiques. Dans ce cas, dès lors que les conservateurs, les islamistes leur ont dit, mais ce n'est pas ça une société musulmane, très vite ils sont revenus à l'islam conservateur parce que le travail n'a pas été fait au sein de l'islam. Ce travail intellectuel qui manquait, cette connaissance de l'islam qui leur permet de se libérer. La connaissance est la meilleure manière de se libérer de tous les totalitarismes et de tous les extrémismes. Si on Bien veut sûr. se libérer, on se libère par le savoir, par la connaissance. C'est pour cela que je dis qu'en France, en Occident, la lutte contre l'islam est menée dans le domaine militaire, politique, juridique. Il restera toujours un bricolage tant Mm. que le travail n'a pas été fait au sein de l'islam. C'est pour cela, en revenant à la laïcité, je dis que la laïcité ne suffit pas pour protéger la France, la République française, contre la montée de l'islamisme. Pourquoi? Parce que la laïcité est une idée qui s'est concrétisée grâce au droit, grâce à la loi, comme une réalité sociale et politique, mais toute loi est apte à être changée si ceux qui ne croient plus en elle sont plus nombreux ou arrivent au pouvoir.
Hmm. C'est ce qui se passe aujourd'hui. De plus en plus, elle recule, la laïcité, face à la montée des règles de la charia. Et le meilleur exemple, c'est le voile, qui est, il est revendiqué au nom de la laïcité. Or, il est l'arme de guerre des islamistes. Hmm. Mais il est revendiqué au nom de la laïcité. Donc la laïcité elle-même ne suffit pas pour lutter contre la montée de l'islamisme et contre le discours Et nous, islamiste. Et nous, du coup, en tant qu'Occidentaux, ici en France et plus largement en Occident, comment pouvons-nous, en fait, parce que si on attend, moi j'ai tendance à me dire parfois, en tout cas pour la communauté musulmane qui est en France, j'ai envie de me dire que si on attend après les musulmans, peut-être que, eh bien, finalement, il y en a un qui va se lever, qui va faire le travail et qui va emmener avec lui une équipe, mais on peut aussi bien attendre 5 siècles. Et si nous, qui avons peut-être déjà fait un travail qui est peut-être pas forcément le même, mais qui y ressemble avec le christianisme, comment aider ou comment forcer l'islam à faire sa réforme, au moins ici au niveau géographique. Moi, j'ai écrit ce livre pour qu'il soit ce manuel de connaissances qui permet de mener cette réforme. Euh, Ce que je en veux dire, France, pardonnez-moi, l'État, je précise ma question pour que vous puissiez mieux répondre. Ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'il ne faut pas que nous, en fait, en tant que rationalistes, est-ce qu'il ne faut pas, nous, qu'on commence déjà à critiquer le Coran, à critiquer, comment dire, oui, tout le corpus, en fait, intellectuel de l'islam, c'est-à-dire, bien, commencer à aller vers cette critique et se dire que cette critique est salutaire, y compris pour les musulmans, d'ailleurs. quand on parle de réforme, c'est une critique qui a un objectif, de construire quelque chose de nouveau. Parce qu'il y Hum, a des critiques qui n'ont pas cet objectif. Par exemple, la critique de beaucoup d'ex-musulmans, par exemple, ils n'ont pas l'objectif de créer du nouveau en islam. Ils ont l'objectif de démontrer que ils ont le fait de quitter l'islam est légitime. Je ne m'inscris pas dans cet objectif. Pourquoi? Un, parce que ceux qui quittent l'islam, cela a toujours existé en islam. Je veux dire, dans l'histoire de l'islam, ceux qui quittent l'islam est un phénomène qui est connu. N'empêche que cela n'a pas aidé l'islam à sortir de la mainmise des conservateurs. Donc, ce n'est pas la solution. Deuxièmement, le nombre de ceux qui ne veulent pas quitter l'islam est très important également. Et moi, hum. je m'adresse à ceux-là pour leur dire, vous avez le droit, si vous voulez, de rester musulman. Personne ne peut leur dire de ne pas l'être. Il y a des personnes, des êtres humains qui ont besoin de spiritualité, qui ont besoin de Dieu dans leur existence. Et c'est naturel et personne ne peut euh, comment dirais-je, leur contester ce besoin. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut être musulman autrement. Tout à l'heure, j'ai dit que dans l'islam, il y a deux parties. La partie, la base, le socle, qui est le Coran, et ce qu'on a construit à partir du Coran. Tout ce qui a été construit à partir du Coran jusqu'à aujourd'hui a été construit sur un discours qui ne reconnaît pas les valeurs humanistes, l'égalité, la liberté. Leur choix des versets qu'ils ont mis en pratique montre qu'ils ne reconnaissaient pas l'égalité et la liberté. La preuve, la liberté de conscience. Personnellement, j'ai compté 28 versets coraniques qui nous permettent de dire qu'il y a une liberté de conscience, mais la majorité des pays musulmans ne reconnaissent pas la liberté de conscience dans leur constitution, même s'ils l'ont reconnue au début du siècle, du XXe siècle, ils l'ont supprimée, et les religieux ne reconnaissent pas la liberté de conscience. Donc, ils ont choisi, au fait, les versets qui ne reconnaissent pas la liberté de conscience. Si on refait ce travail, il doit être refait pour être construit sur les valeurs de l'humanisme comme fondement. C'est-à-dire, celui qui refait ce travail, il doit le refaire sur des valeurs d'égalité et de liberté. À ce moment-là, on aura l'islam qui est un islam qui est construit sur le Coran, mais tout à fait différent parce qu'il va il va choisir les versets qui peuvent être utilisés pour donner une légitimité religieuse à ces valeurs d'égalité et de liberté. Toujours, je précise,
cette réforme n'a pas comme objectif de moderniser la charia, mais seulement de faire que le musulman, dans sa pratique de l'islam, ne soit pas en contradiction avec les lois de la République française ou autres républiques. Mm. Aujourd'hui, ce qui se passe, il y a des musulmans qui ont une religion qui est fondée sur des valeurs qui vont à l'encontre de celles de la République. Donc, Ben il faut oui, arriver, du coup, c'est ce que je vous disais, pareil, en préparant l'émission, c'est que pour moi, justement, il s'agit d'une civilisation islamique qui vient contester une autre civilisation sur son territoire géographique. Peu importe où en est cette civilisation, peu importe laquelle est la meilleure, laquelle est la mieux, ça, ce sont des jugements que je laisse à chacun. Mais pour moi, c'est un petit peu comme ça que je me le représente, c'est qu'on voit pas seulement une religion, on voit, pour moi, une civilisation qui vient en contester une autre. Et ça pose problème parce que ces deux civilisations ont des valeurs qui sont complètement antagoniques, en fait. Et du coup, il y a des choses sur lesquelles elles sont irréconciliables. Et du coup, il y en a une des deux qui doit lâcher ses principes pour avancer et pour qu'on puisse enfin vivre ensemble correctement. Seulement, les pour ça, musulmans, seulement les musulmans auront peut-être l'impression de se trahir s'ils font ça. c'est pour cela que je parle de la réforme de l'islam. Il y a l'objectif, le premier objectif pour que les musulmans d'Occident s'intègrent dans leur nouvelle société, mais il y a aussi les musulmans qui vivent dans les pays musulmans qui ont besoin de s'intégrer dans leur époque. Hmm. Donc l'intégration est nécessaire, ce travail de réforme est nécessaire pour qu'on aille vers cette intégration des musulmans dans les sociétés occidentales, mais des musulmans aussi des autres pays musulmans dans leur époque. Hmm. Aujourd'hui, vous avez remarqué que les populations qui vivent dans les pays musulmans sont ouvertes sur le monde. Elles Hmm. savent ce qui existe dans le monde. Elles n'acceptent plus réellement ces règles qui sont archaïques. Mais on leur impose ces règles par la force, Hmm. en les présentant comme les seules règles divines. Or, le travail que j'ai fait démontre le contraire. Je vais recommander à nos téléspectateurs, eh bien, s'ils veulent en savoir plus et s'ils ont tenu jusque-là, je sais qu'ils veulent en savoir plus, eh bien, je les laisse aller lire le livre Sortir de l'islamisme de Razika Adnani, où elle nous explique en détail et concrètement, eh bien, comment faire ce dont elle nous a parlé aujourd'hui. Et je trouve que c'est un travail intellectuel salutaire dont il faut prendre connaissance pour cheminer vers cette connaissance à laquelle nous appelle Razika, justement, eh bien, pour grandir en connaissance de ce qu'est l'islam, de ce qu'est ses contradictions et de comment peut-être l'accompagner dans ce mouvement qui va non pas la détruire, mais la faire exister encore des milliers d'années, on lui souhaite, mais avec des concepts qui sont beaucoup plus humanistes, qui sont beaucoup plus en adéquation avec ce que souhaite vivre la majorité des personnes de la planète aujourd'hui. Je leur souhaite. Razika, si vous aviez un dernier mot à dire à nos téléspectateurs, un dernier message peut-être à leur adresser, quel serait-il? Alors, c'est pour moi, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, l'islamisme n'est pas une fatalité. Hmm. Je parle de l'islamisme comme islam politique, mais aussi islamisme comme patriarcat, comme conservatisme. Ce n'est pas une fatalité. Donc, l'être humain peut refaire ce travail s'il veut le refaire. Tout dépend de la volonté des musulmans. Ouais. Et je termine avec l'arme de la connaissance. Pour moi, c'est la meilleure des armes. Et pour terminer, l'honnêteté intellectuelle. Quand on travaille dans le domaine de l'islam ou de l'islamisme ou dans n'importe quel domaine, il est indispensable qu'on ait cette honnêteté intellectuelle. Et quand je parle d'honnêteté intellectuelle, je parle d'honnêteté scientifique, d'intégrité scientifique. Malheureusement, j'ai remarqué que les études de l'islamisme en France manquent d'honnêteté intellectuelle et d'intégrité scientifique. C'est une étude du phénomène qu'ils ont appelé l'islamisme, mais qui est fondée sur un souci du politiquement correct et qui n'a rien à voir avec la méthode scientifique telle qu'elle a été décidée et par je dirais, les épistémologues français comme Gaston Bachelard, comme même, je parlerai aussi de Descartes, mais plutôt Claude Bernard et d'autres qui ont mis en place cette méthode scientifique.
Eh bien, écoutez, Razika Adnani, merci pour le temps accordé aujourd'hui. Merci pour Merci. l'ouvrage. Et puis, je vous dis à très bientôt, que ce soit sur les réseaux pour de nouveaux articles ou pour de nouveaux ouvrages que vous écrirez, j'espère nombreux à l'avenir. Merci à Merci, vous. Cyril. Merci pour votre invitation.